Cette 12e leçon de ce cours de physique 2, qui va être la dernière de la partie consacrée à la magnétostatique, va porter sur l'étude de l'énergie électromagnétique. Nous avons commencé à aborder cette question-là dans la leçon précédente, puisque dans l'étude des courants de Foucault, nous nous sommes livrés à quelques considérations sur énergétique, en particulier sur la puissance dissipée par effet Joule liée au courant de Foucault. L'objectif ici de la leçon est de faire un bilan d'énergie électromagnétique le plus complet possible dans un ensemble constitué éventuellement par une distribution de charges de courant et soumis à un champ électrique et un champ magnétique, donc à un champ électromagnétique. La leçon va donc comprendre deux parties. La première partie est le bilan de l'énergie électromagnétique proprement dit. Il va comprendre trois sous-ensembles. Nous verrons que, partant de l'expression de la puissance fournie aux charges, nous sommes amenés à définir ce qu'on va appeler le vecteur de Poynting, qui est en fait la manière, qui traduit la manière dont le champ électromagnétique apporte au sein d'un volume V une puissance à la distribution, fournit de l'énergie et de la puissance à une distribution de charges de courant. Le bilan ensuite d'énergie électromagnétique en utilisant ce vecteur de Poynting nous permettra d'introduire la notion d'énergie magnétique pour des circuits et donc de préciser à nouveau le bilan énergétique complet. Et puis nous appliquerons ce résultat à l'étude d'un certain nombre de dipôles élémentaires, un conducteur, un solénoïde, une capacité qui nous permettra de préciser dans chaque cas quelle est la contribution la plus importante. Est-ce que c'est l'énergie magnétique? Est-ce que c'est l'énergie fournie de l'extérieur? Est-ce que c'est l'énergie électrostatique, etc. La deuxième partie du cours va être consacrée uniquement à l'étude de l'énergie magnétique d'un ensemble de circuits. Donc nous négligerons la partie apportée par l'énergie électrostatique. Et elle comprendra plusieurs sous-parties. Nous commencerons par regarder ce problème-là d'une manière très générale en étudiant la distribution, une distribution volumique de courant qui nous permettra d'ailleurs d'établir une relation beaucoup plus simple pour l'énergie magnétique en fonction du potentiel vecteur et du courant. Nous appliquerons ce résultat à des circuits filiformes. Cela terminera ce dernier chapitre du cours de magnétostatique de ce cours de physique 2. Il est donc temps de commencer la première partie et d'essayer d'établir le bilan de l'énergie électromagnétique. Pour cela, je vais me servir d'un résultat que nous avions déjà établi dans une leçon précédente et qui va nous permettre d'introduire ce concept de vecteur de Poynting. Nous avions établi dans la leçon consacrée à l'action d'un champ électrique et magnétique sur une distribution de courant le résultat suivant. La puissance fournie aux charges par la force de Lorentz dans un volume élémentaire dV par un champ électromagnétique avec éventuellement une distribution de courant J, eh bien cette puissance fournie aux charges s'écrit très simplement comme l'intégrale sur le volume V du produit du champ électrique par le courant. Les termes magnétiques, si vous vous rappelez, les termes magnétiques ont disparu, ils se compensent, ce qui revient à dire, si vous vous rappelez ce que nous avions dit dans cette leçon-là, que la contribution liée aux charges mobiles et aux charges fixes, la contribution du champ magnétique sur les charges mobiles et sur les charges fixes se compense. Donc nous allons partir de cette relation pour en rechercher une expression différente, en utilisant les relations de Maxwell que nous avons établies précédemment, et notamment les formes intégrales de ces équations et les formes locales. La première relation que nous allons utiliser est la suivante. C'est la relation de Maxwell-Ampère qui, vous rappelez, lie le rotationnel du champ magnétique aux deux courants que sont le courant de conduction et le courant de déplacement lié à la variation dE sur dt du champ électrique. Si je prends l'expression de E qui est ici et que je la porte dans le produit EJ de tout à l'heure, j'obtiens la relation suivante.
donc EJ, vous voyez que j'ai remplacé ici J par son expression, eh bien on obtient E rotationnel de B sur mu0 moins epsilon 0 E dE sur dt, et je tiens compte ici de la relation de Maxwell-Faraday pour arriver au résultat suivant. E rotationnel de B, pardon, excusez-moi, je n'ai pas besoin ici de la relation de Maxwell-Faraday. Cette relation-là, ce terme-là, va s'écrire tout simplement moins d sur dt, epsilon 0, E2 sur 2. Imaginons maintenant de construire le vecteur suivant, le produit vectoriel suivant, le produit du champ électrique par le champ magnétique divisé par la perméabilité magnétique. Donc on construit un vecteur qui va être donc orthogonal à E et orthogonal à B. Et je calcule la divergence de ce vecteur. Propriété de la divergence, je peux l'écrire sous cette forme-là, un B sur mu0, produit scalaire de B sur mu0 fois rotationnel de E, moins E fois le produit scalaire par rotationnel de B sur mu0. Compte tenu de ce que nous connaissons des équations de Maxwell, nous pouvons arriver au résultat suivant, où j'ai ici simplement remplacé rotationnel de E par moins dB sur dt, qui est la relation de Maxwell-Faraday. Et donc, le résultat pour l'expression de EJ, en tenant compte de la définition de la divergence de ce vecteur ici, ça va me permettre de remplacer dans l'équation précédente E rotationnel de B sur mu0 par ce terme-là et ce terme-là. Et nous obtenons finalement la relation suivante, EJ qui est égal à moins divergence de, etc. Le terme qui est ici est devenu celui-ci dans cette équation. C'est d sur dt de B2 sur mu0 moins d sur dt que nous avions établi tout à l'heure de epsilon 0, le carré du champ électrique sur 2. On voit effectivement que les deux termes qui sont ici ont une certaine similarité. Si nous revenons maintenant au bilan de puissance, donc qui était l'intégrale sur le volume où sont la distribution de charge et de courant de EJ fois dV, et bien compte tenu de l'équation que nous venons d'écrire, ce bilan de puissance fait apparaître trois termes, celui-ci, epsilon 0, qui est lié à epsilon 0 au E2 sur 2, donc qui est lié au carré du champ électrique, celui-ci, qui est lié au carré du champ magnétique, et puis le terme lié, qui est apporté par le vecteur que nous avions défini tout à l'heure, E vectoriel B sur mu0, et ce vecteur, je viens de l'appeler ici grand R. Ce vecteur grand R égale, donc qui est le produit vectoriel du champ électrique par B, le champ magnétique divisé par mu0, ce vecteur grand R est le vecteur de Poynting. Si nous revenons donc au bilan d'énergie, eh bien l'énergie électromagnétique apportée par le champ EB à la distribution de charge et de courant, elle est traduite finalement par ce vecteur de Poynting, puisque le terme que nous avions tout à l'heure, qui était l'intégrale sur le volume de la divergence du vecteur de Poynting que nous venons de définir, en utilisant un des théorèmes du calcul vectoriel qui est le théorème de Strzogradsky, je peux relier l'intégrale sur le volume qui est ici au flux à travers la surface fermée qui enferme ce volume du produit de R, mon vecteur de Poynting, multiplié par ds. Attention, ds est orienté vers l'extérieur. Donc si l'énergie rentre à l'intérieur, cette énergie va apparaître avec un signe moins, c'est simplement une convention et c'est lié à l'orientation choisie par la surface. Donc si nous revenons à notre bilan d'énergie, il y a trois termes. Le premier, c'est l'énergie emmagasinée dans le volume V. Vous l'avez, je pense, déjà vu en électrostatique, et donc elle s'écrit, c'est l'intégrale sur le volume de epsilon 0, le carré du champ électrique divisé par 2. Donc ça, c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le volume V, déjà vu en électrostatique. Le deuxième terme,
eh bien, ça va être l'énergie magnétique emmagasinée dans le volume V. Elle a une expression similaire à celle de l'énergie électrique, puisqu'elle fait apparaître l'intégrale sur le volume, ce coup-ci, du carré du champ magnétique divisé par 2 μ0. Donc, nous appellerons cette contribution-là, ce terme-là, l'énergie magnétique emmagasinée dans le volume V. Donc, l'énergie électromagnétique du champ emmagasiné dans le volume V comprend deux termes. La partie liée à l'énergie électrique que nous venons de définir et la partie liée à l'énergie magnétique que nous venons de définir. La première est liée au carré du champ électrique, la seconde est liée au carré du champ magnétique. Si nous faisons donc maintenant un bilan d'énergie en considérant de petites variations en énergie et en revenant à l'expression que nous avions tout à l'heure sur la puissance fournie aux charges, on peut écrire la relation suivante pour le bilan d'énergie. Une variation de l'énergie électromagnétique, qui comprend éventuellement une variation de l'énergie électrique stockée, plus une variation de l'énergie magnétique stockée, est égale à moins ER dt. C'est quoi? C'est l'énergie reçue du milieu extérieur par le flux du vecteur de Poynting, donc c'est l'énergie apportée du milieu extérieur par le champ électromagnétique. Et moins PdT, c'est quoi? Eh bien, c'est la puissance fournie aux charges que nous avions définie tout à l'heure. Donc cette équation, avec les définitions de E, EM, énergie électrique, magnétique, flux du vecteur de Poynting que nous venons de définir, cette relation établit un bilan d'énergie. C'est ce bilan d'énergie que nous allons chercher à appliquer à un certain nombre de dipôles élémentaires et qui nous permettra de retrouver des relations que vous connaissez par ailleurs, classiques de l'électricité. Le premier exemple que nous allons traiter comme exemple de bilan dans des dipôles, c'est le cas tout simple d'un conducteur. Donc je considère un élément conducteur qui est ici, de longueur petit l, de rayon petit a, et qui est soumis à un champ électromagnétique. Donc en fait, il y a un champ électrique E qui est ici, qui assure la circulation du courant. Donc quelque part, ça veut dire qu'à l'extérieur du conducteur ici, qui est fermé, il y a un apport d'énergie qui est fourni par un générateur. Et bien évidemment, à partir du moment où j'ai le champ électrique qui est ici, il va y avoir aussi un champ magnétique. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut établir comme relation pour ce conducteur? La première est toute simple, c'est que le courant J qui règne à l'intérieur va être uniforme et la relation entre le champ électrique et le courant, la densité de courant, eh bien, est fixée par E égale J sur sigma, où sigma est la conductivité. La deuxième relation que nous allons pouvoir établir est liée au théorème d'Ampère. Et le théorème d'Ampère va nous permettre, puisque j'ai une distribution de courant ici, le théorème d'Ampère, sa forme locale, va nous permettre de calculer le champ magnétique lié à la distribution de courant. Je vous laisse faire ce calcul. Il est un petit peu similaire à celui que nous avons fait précédemment dans la leçon précédente sur les courants de Foucault, sauf que ici, j'applique le théorème d'Ampère, alors que dans le cas précédent, nous avions appliqué la relation de Maxwell-Faraday. Donc ici, en regardant, en écrivant que la circulation du champ magnétique à une distance ρ par rapport au centre du conducteur est égale à la distribution, au flux du courant à travers la surface définie, vous obtenez assez facilement l'expression de B qui est ici pour le champ magnétique à une distance ρ à l'intérieur du conducteur. Je peux maintenant me livrer à un bilan d'énergie en commençant par regarder l'énergie électrique qui va être emmagasinée dans le volume V, qui est égal à pi A2L, c'est-à-dire la surface du conducteur multiplié donc le volume du conducteur qui est ici. On va calculer d'abord l'énergie électrique emmagasinée dans ce volume. Compte tenu de la définition de l'énergie électrique que nous avons donnée tout à l'heure, comme le champ E régnant ici est constant et qu'il est directement lié au courant J par la conductivité sigma, j'obtiens une expression très simple. L'énergie électrique emmagasinée
est égal à epsilon 0 sur 2. J'ai remplacé tout bêtement E par J sur sigma, et comme c'est constant, je le sors de l'intégrale, donc multiplié par le volume. Voilà pour l'énergie électrique. Calculons maintenant l'énergie magnétique emmagasinée dans le même volume, compte tenu de l'expression que nous avons établie tout à l'heure pour l'expression du champ magnétique. Nous obtenons l'équation suivante pour donc l'énergie magnétique. Eh bien, c'est la somme sur le volume du carré du champ magnétique sur 2 μ0 dV. Nous avons vu que le champ magnétique dépendait de ρ, et donc est constant pour une valeur de ρ donnée. Donc en fait, l'élément de volume dV qui est ici, enfin l'intégrale à 3 dimensions se ramène à une intégrale sur ρ uniquement entre 0 et a, où l'élément de volume, c'est 2π ρ L d ρ. Le calcul est relativement simple à faire, et si vous résolvez cette intégrale, vous obtenez le résultat qui est ici, c'est-à-dire que l'énergie magnétique stockée est égale à μ0 J2 sur J2 à 2, proportionnel en particulier ici au carré du rayon du conducteur, divisé par 16 et multiplié par le volume. Je peux me permettre de faire un rapport maintenant de comparer l'énergie électrique stockée et l'énergie magnétique stockée. Il suffit de diviser EE par EM et le résultat est le suivant. Eh bien, on n'obtient que E sur EM est tout simplement égal à 8 epsilon 0 sur μ0 sigma 2 à 2. Pour un conducteur, il y a des valeurs qui... les valeurs d'epsilon 0 et μ0 sont fixées. Les valeurs de sigma pour un bon conducteur sont aussi fixées. Et le rayon d'un conducteur reste quand même quelque chose de raisonnable. Si vous prenez donc des valeurs, je dirais, raisonnables pour la conductivité et pour le rayon du conducteur, on démontre assez facilement que l'énergie électrique stockée est très petite devant l'énergie magnétique. Donc, premier résultat, l'énergie magnétique stockée dans le conducteur est beaucoup plus grande que l'énergie électrique stockée. Il reste à comparer cette énergie magnétique stockée éventuellement à la puissance fournie aux charges, et donc en fait ici ça sera la puissance fournie par effet Joule, et puis éventuellement un apport extérieur d'énergie par l'intermédiaire du flux d'énergie électromagnétique, du flux de vecteur de Poynting. Nous allons faire ce calcul en regardant d'abord, puisqu'il n'y a plus que l'énergie magnétique qui est importante, quelle est la variation d'énergie magnétique en supposant que le champ électrique est variable à la pulsation oméga. Donc je prends un champ électrique de la forme E égale E0 cosinus et oméga t. Bien évidemment, le courant J s'en déduit tout simplement, c'est J égale J0 cosinus oméga t. Et entre le module de E0 et de J0, on a tout bêtement la relation qui lie le courant à la conductivité. Si maintenant je regarde une variation d'énergie magnétique dans le temps, d2em sur dt, compte tenu de l'expression de l'énergie magnétique qui était proportionnelle à J2, et qu'on a défini tout à l'heure, vous obtenez tout simplement que d2em sur dt est égal à μ0 A2 sur 8 V fois J dJ. Compte tenu de la définition de J, nous obtenons l'expression suivante, donc quelque chose qui va être évidemment, compte tenu de la dérivée ici, en cosinus oméga t, sinus oméga t, et puis son module est fixé par la valeur qui est ici. Nous allons maintenant calculer, nous venons de faire le bilan de l'énergie électromagnétique, de la variation d'énergie électromagnétique dans notre élément de conducteur. Il faut essayer de calculer les pertes par effet Joule dans ce conducteur. Alors le calcul est relativement simple. Il s'agit d'un conducteur, donc les pertes par effet Joule dans un volume V, c'est tout simplement dP, c'est J2 sur sigma multiplié par le volume. C'est RI2 dit autrement. Compte tenu de l'expression de J, le dP, donc là les pertes par effet Joule dans le conducteur, ça nous donne J0 au carré sur sigma multiplié par le volume, multiplié par cosinus carré oméga t.
et je vais pouvoir maintenant comparer la variation d'énergie magnétique que nous avons calculée précédemment avec les pertes par effet Joule. Il suffit, et on va simplement se contenter de comparer les modules. Le résultat est le suivant. La variation d'énergie magnétique d2em sur dt en module, on ne prend que le module, divisé par dp, c'est tout simplement 1/8 de mu0 à 2 sigma oméga, qu'on peut ici écrire sous une autre forme, c'est A sur 2 delta au carré, où delta est une quantité qui est l'épaisseur de peau du conducteur. Toujours pareil, en prenant des valeurs raisonnables de la conductivité et en nous mettant par exemple à 50 Hz, qui est la fréquence de distribution classique pour le courant, eh bien on trouve que ce rapport d2m sur dt divisé par dp, il est très faible, il est très petit devant 1 à 50 Hz. Si par contre la fréquence oméga ici augmentée, ce rapport pourrait devenir important. Mais pour des fréquences relativement faibles, on peut considérer que la variation d'énergie magnétique est beaucoup plus faible que les pertes par effet Joule dans le conducteur. Donc quel est le résultat du bilan d'énergie que nous venons d'établir? L'énergie électrique et la variation d'énergie électrique stockée étaient négligeables devant la variation d'énergie magnétique. La variation d'énergie magnétique, elle est négligeable devant les pertes par effet Joule. Donc la conclusion est la suivante, c'est que l'énergie dissipée par effet Joule étant très grande devant l'énergie électromagnétique stockée, cette énergie doit bien venir de quelque part, et donc elle vient, en fait elle est apportée par de l'extérieur, par les sources. Et si elle est apportée de l'extérieur par les sources, elle doit être apportée par le vecteur de Poynting. Alors refaisons notre bilan d'énergie. Normalement, si on tient compte de tout, donc on a la variation d'énergie électromagnétique qui comprend la partie électrique plus la partie magnétique égale la partie apportée par le vecteur de Poynting moins la partie liée aux charges. Et on a vu finalement que ça se réduit tout simplement à l'expression suivante. Cette partie-là est négligeable devant l'énergie magnétique. L'énergie magnétique est négligeable devant celle-ci. Donc le résultat, c'est que je dois vérifier cette équation. L'énergie électromagnétique apportée de l'extérieur doit être l'énergie fournie aux charges. Donc il me faut calculer le flux du vecteur de Poynting dans le conducteur. Si nous reprenons la définition du vecteur de Poynting, vous vous rappelez, c'est le produit vectoriel du champ électrique multiplié par le champ magnétique divisé par B0. Le champ électrique est ici, le champ magnétique est ici. N'oublions pas que la surface est orientée comme ceci. Donc compte tenu de l'orientation du vecteur R qui est ici, en fait l'apport d'énergie électromagnétique dans cet élément de conducteur, il concerne en fait la surface extérieure qui est ici, donc il va être égal en fait cette surface de πa multiplié par L. Donc si compte tenu de l'expression de E et de B que nous avons établie, le résultat est le suivant. Le module du vecteur de Poynting R est égal à moins J2A sur 2 sigma. Je vous renvoie au calcul de E et de B que nous avons fait précédemment. Et si je calcule le flux du vecteur de Poynting à travers la surface fermée qui englobe le conducteur, en fait qui ne concerne que la surface ici latérale de π à L, j'obtiens le résultat suivant et en fait on retrouve bien la puissance qui est fournie aux charges. Qu'est-ce qu'on vient en fait de démontrer finalement? Que pour un élément conducteur, l'énergie électrique stockée est négligeable, l'énergie magnétique stockée est négligeable. Donc en fait les variations d'énergie électrique et d'énergie magnétique qui seraient liées en fait à un effet capacitif ou à un effet selfique dans le conducteur sont négligeables. Dit autrement, la capacité propre du conducteur ou la self propre du conducteur sont négligeables. Il ne me reste que l'effet Joule qui est en fait lié à la résistance du dipôle. Calculons la résistance du dipôle. Ce n'est pas difficile. Un dipôle de section πa2 de longueur L avec une conductivité sigma, sa résistance c'est petit r.
Le courant dans le dipôle, compte tenu de sa surface, I, c'est pi à 2 multiplié par la densité de courant J. Si je reviens à la puissance dissipée que nous avons calculée tout à l'heure, la puissance dissipée, eh bien, c'est J2 sur sigma V. Donc V, c'est le volume qui nous intéressait, c'est-à-dire pi à 2L. Et si vous regardez, eh bien, en fait, c'est rien d'autre que RI2, et donc que le produit de U par I, la tension aux bornes du dipôle, multiplié par le courant traversant le dipôle. On vient de retrouver une relation classique de l'électricité pour un conducteur caractérisé par une résistance R. Ça revient à dire que dans ce conducteur-là, tout ce qui est variation d'énergie électrique, d'énergie magnétique est complètement négligeable. Dit autrement en termes électriques, la self et la capacité du conducteur sont négligeables. Nous allons prendre un deuxième exemple, ce coup-ci, qui est celui d'un solénoïde. Donc ce solénoïde, le voici. Il est constitué donc par un solénoïde de longueur petit l, de rayon petit a, sur lequel nous avons bobiné un certain nombre de spires. Et le nombre de spires va être grand N, et ces spires sont parcourus par un courant I. Il va y avoir ici un champ magnétique, et ce champ magnétique va être, à ce champ magnétique va aussi être associé un champ électrique. Et donc nous allons recommencer le bilan d'énergie dans le volume de notre solénoïde. Donc à nouveau, le bilan d'énergie, le volume du solénoïde, c'est pi à 2 multiplié par L. Et nous allons commencer par calculer l'énergie magnétique stockée. Cette énergie magnétique, elle est liée au champ magnétique. L'expression du champ magnétique pour notre solénoïde, compte tenu du nombre de spires et de sa longueur, on peut montrer que le champ magnétique constant à l'intérieur du solénoïde est égal à μ0 grand N, le courant circulant dans les spires, divisé par L. Donc, l'énergie magnétique stockée est relativement facile à calculer. C'est B2 sur 2 μ0, donc multiplié par le volume qui est ici, qui est égal à pi à 2L. Pi à 2L. On peut aussi faire apparaître la self, l'inductance propre du solénoïde. Si nous avions fait un calcul d'inductance du solénoïde, nous aurions abouti au résultat suivant. Et donc, compte tenu de l'expression de cette inductance, eh bien, on constate que l'énergie magnétique stockée dans un solénoïde parcouru par un courant I avec une inductance L, c'est rien d'autre qu'un demi de Li2. Donc, nous connaissons l'énergie magnétique. Il nous reste à calculer l'énergie électrique stockée dans le solénoïde et à la comparer éventuellement à l'énergie magnétique. Pour calculer l'énergie électrique, il nous faut d'abord calculer le champ électrique à l'intérieur. Donc c'est le champ électrique qui va être induit par la présence du champ magnétique variable dans le temps. Donc relation de Maxwell-Faraday que nous avons établie précédemment. Donc je dois utiliser la relation qui est ici, qui lie la circulation le long d'un contour fermé du champ électrique induit avec le flux à travers ce contour de la variation dans le temps de dB sur dt. Donc le calcul est relativement simple à faire, il ressemble au calcul précédent. On prend un contour à la distance ρ dans le solénoïde, à la distance ρ par rapport au centre, et donc on obtient que 2pi ρ, etc., est égal au flux, c'est-à-dire pi ρ2 multiplié par dB sur dt, et vous obtenez l'expression suivante pour le champ électrique induit à l'intérieur du solénoïde à une distance ρ qui est comprise entre 0 et petit a. Il me reste à faire l'intégrale de l'énergie électrique sur l'ensemble du volume. Le résultat va être le suivant. On vient de calculer le champ électrique. Donc en fait, il ne nous reste plus qu'à calculer l'intégrale sur le volume de epsilon 0 E2 sur 2 multiplié par dV. Comme E ne dépend que de ρ, l'intégrale sur le volume se ramène une fois de plus à une intégrale sur ρ.
de 0 à A avec un élément de volume qui est 2pi rho L dV, 2pi rho L d rho, pardon. Et donc le calcul est relativement simple à faire et on obtient pour l'énergie électrique l'expression suivante qui est liée donc au carré ici de dB sur dt. Puisque nous nous intéressons à des variations dans le temps, on va regarder le résultat obtenu en supposant que le champ varie à la pulsation oméga. Donc pour des courants et des champs variant à la pulsation oméga, l'énergie électrique stockée, eh bien, elle est directement proportionnelle à B0 au carré. Donc je prends uniquement le module de l'énergie électrique stockée et le terme en oméga 2 ici eh bien, vient de la dérivée dB sur dt. Donc voilà l'énergie électrique stockée. L'énergie magnétique stockée, nous l'avions établi tout à l'heure, c'était pi A2L, etc. sur 2mu0 fois B0 carré. Si je fais le rapport entre l'énergie électrique stockée et l'énergie magnétique stockée, on obtient le résultat qui est ici, où C au carré, c'est la vitesse de la lumière. Et une fois de plus, pour des valeurs raisonnables de petit a et surtout des pulsations oméga relativement faibles, ce terme-là est très petit devant 1. Donc le résultat que nous venons d'établir pour un solénoïde est le suivant. L'énergie électromagnétique est stockée sous forme magnétique et est apportée certainement par les sources extérieures. Alors regardons quel est l'apport des sources extérieures. Pour ça, il faut calculer le flux du vecteur de Poynting. Donc le module du vecteur de Poynting, compte tenu de la définition de E et de B que nous avons obtenu, eh bien le résultat est assez facile à obtenir, il est ici. Et quand on fait un bilan du flux de vecteur de Poynting à travers la surface S entourant le solénoïde, le résultat est le suivant. Donc ce résultat me donne la variation, l'apport d'énergie électromagnétique apporté par les sources extérieures, par le vecteur de Poynting, et je trouve que ce résultat est exactement égal à l'énergie magnétique stockée. Donc dans le cas d'un solénoïde, la partie énergie électrique est négligeable, la partie énergie magnétique est la plus importante, et si nous faisons maintenant un bilan de la puissance reçue par le dipôle, nous pouvons aussi l'écrire sous la forme suivante, d2em sur dt, c'est tout simplement, on a vu tout à l'heure que c'était 1/2 de Li2, c'est donc Li fois di sur dt. Attention, en faisant ça, je viens de faire une hypothèse, c'est que le circuit, l'inductance propre du circuit est constante, c'est-à-dire que le circuit n'est pas déformable, sinon on devrait tenir compte de la dérivée de L. Et cette expression-là peut prendre une autre forme, puisque UDT, la tension aux bornes du dipôle, c'est moins dφ sur dt, c'est-à-dire c'est L di sur dt. Et donc on retrouve la relation suivante, c'est que la puissance reçue par le dipôle est égale au produit de la tension par le courant. On retrouve une loi classique de l'électricité, mais ici, à la différence de ce que nous avons vu dans le conducteur, notre solénoïde, le terme le plus important, c'est le bilan, c'est l'énergie magnétique stockée et la variation d'énergie magnétique. La partie électrique qui serait liée à une capacité du solénoïde est totalement négligeable. Et nous avons aussi implicitement négligé la partie liée à l'effet Joule qui serait donnée par la résistance du conducteur. Troisième exemple, c'est celui d'un condensateur. Donc deux armatures, distance de petit e, un champ électrique entre les deux, un champ magnétique, deux armatures de rayon petit a. On fait un bilan d'énergie dans le volume, ici pi A de E. Les calculs sont tout à fait similaires, sauf que le rôle de E et de B va être inversé. Donc l'énergie électrique stockée est la suivante. L'énergie magnétique stockée est la suivante. Je vous laisse faire les calculs. Ils sont tout à fait similaires à ce que nous venons de faire pour le solénoïde, sauf que les rôles de E et de B sont inversés. Et quand je fais le bilan entre énergie magnétique et énergie électrique stockée,
j'obtiens le résultat suivant, A2 oméga 2, à nouveau la même expression. Ce coup-ci, dans un condensateur, c'est l'énergie électromagnétique est essentiellement stockée sous forme électrique et est apportée par les sources extérieures, et on peut le vérifier en calculant à nouveau le flux du vecteur de Poynting dans ce cas-là, flux du vecteur de Poynting qu'on peut relier à l'énergie électrique stockée qui est égale à 1,5 de CU2, et on retrouve à nouveau les expressions qui nous intéressaient. Bien, il nous reste maintenant à étudier, pour terminer cette leçon, l'énergie magnétique stockée dans un ensemble de circuits. Pour l'instant, nous allons considérer ce problème d'une manière très générale, pour une distribution volumique de courant. Donc l'énergie magnétique stockée, je vous rappelle l'expression que nous avions établie tout à l'heure, c'est l'intégrale sur tout l'espace de 1 sur 2 mu 0, B2 dV. Donc elle est directement liée au champ magnétique. Mais on sait que le champ magnétique est aussi lié à son potentiel vecteur. Est-il possible d'établir une autre expression de l'énergie magnétique en nous servant du lien qui existe entre le champ magnétique et son potentiel vecteur? Donc je vais utiliser deux relations. La première, celle entre B et A, que nous connaissons bien, qui est B égale le rotationnel de A. Et la deuxième, la forme locale du théorème d'Ampère, rotationnel de B égale mu0J. Nous avons négligé ici le courant de déplacement. Pourquoi? Parce que nous supposons que notre distribution volumique de courant concerne des conducteurs où la partie, dans les conducteurs proprement dit, comme on l'a vu, le courant de déplacement est négligeable et il n'y a pas d'effet capacitif dans les systèmes que nous allons étudier, c'est-à-dire en fait, je reviens à dire que dans un circuit, il n'y aura pas de condensateur. Donc le terme de déplacement étant supposé négligeable, l'expression de B2, si je fais le produit B par B, qui revient à faire B rotationnel de A, peut s'écrire sous la forme suivante, compte tenu de l'expression de la divergence du produit, du produit vectoriel de vecteurs. Et donc, compte tenu de la relation du théorème d'Ampère, j'obtiens finalement que B2 est égal à la divergence de A vectoriel B plus mu0 AJ. Je peux en prendre maintenant une forme intégrale. Si je fais l'intégrale sur tout l'espace de la divergence de A vectoriel B sur 2 mu0, théorème d'Ostrogradski, une fois de plus, cette intégrale sur tout l'espace est liée au flux à travers la surface fermée enfermant le volume V de A vectoriel B sur 2 mu0 ds. Or, et l'énergie électromagnétique stockée va être égale à 1,5 de l'intégrale sur le volume B de J AdV, où V est le volume, où J est différent de 0. En fait, pourquoi ce terme-là est nul? Parce que je peux faire tendre S vers l'infini, et au bout d'un moment, comme la surface varie comme 1 sur R2 et que le potentiel vecteur et le champ magnétique ici varient plus rapidement à 1 sur R, en faisant tendre S vers l'infini, eh bien, le terme que nous avions dans l'expression précédente devient nul. Donc il ne reste plus que ce terme dans l'énergie magnétique. C'est intéressant parce que maintenant l'énergie magnétique peut être calculée à partir du champ du potentiel vecteur et de la distribution de courant. Et nous pouvons l'appliquer à des circuits filiformes. Si nous l'appliquons à des circuits filiformes, l'expression que nous venons d'établir va se simplifier puisque l'intégrale sur le volume ici va se ramener en fait à une intégrale sur une circulation le long des circuits filiformes, compte tenu de la relation qui lie la densité de courant et le courant dans le circuit filiforme. J'obtiens tout simplement l'expression suivante, c'est que l'énergie magnétique stockée pour l'ensemble des différents circuits filiformes, c'est sigma de k égale 1 à n de 1,5 de le courant dans un circuit multiplié par la circulation du potentiel vecteur dans ce circuit. Or, compte tenu du théorème de Stokes, cette circulation-là peut être reliée au flux
du rotationnel du potentiel vecteur à travers la surface SK sur laquelle qui s'appuie sur le contour CK, et ce n'est rien d'autre que le flux correspondant. Donc l'expression qui vient ici va se simplifier considérablement puisqu'elle se ramène finalement à l'expression suivante: l'énergie magnétique stockée n'est rien d'autre que 1/2 la somme de K sur l'ensemble des circuits du courant circulant dans un circuit multiplié par le flux dans ce circuit. Supposons que nous ayons un seul circuit. L'énergie, le flux d'auto-induction de ce circuit-là est égal à l'inductance, son inductance propre, multipliée par le courant. L'énergie magnétique stockée dans le circuit compte tenu de son inductance propre est égale à 1/2 de Li2. Si nous avons plusieurs circuits, le résultat se généralise facilement. Le flux à travers le circuit K, compte tenu des coefficients des inductances mutuelles entre les différents circuits, va s'écrire de la manière suivante. Et l'énergie magnétique stockée dans l'ensemble du circuit va prendre la forme suivante, où apparaissent les courants dans chacun des circuits et l'inductance mutuelle entre les différents circuits. Il nous reste cette expression-là peut se simplifier. Pour deux circuits, par exemple, on va trouver que l'énergie magnétique stockée, c'est la partie liée à l'auto-induction dans l'un des circuits, plus l'auto-induction dans le deuxième circuit, et la mutuelle inductance entre les deux. Nous en avons donc terminé avec cette dernière leçon de la partie magnétostatique de ce cours de physique 2 qui concernait l'énergie électromagnétique. Je tiens à vous remercier de votre attention et j'espère que le cours que je vous ai proposé vous sera utile et n'aura pas été trop rapide, ce que je crains un petit peu au vu du nombre de transparents que nous avons présentés. Merci de votre attention et bonne suite pour la suite du cours.